Madame, Monsieur, bonsoir. Je suis très heureuse de commencer cette nouvelle semaine d'information en votre compagnie. N'oubliez pas que vous pouvez facilement nous aider à diffuser nos programmes grâce à quelques gestes très simples. Pensez donc à cliquer sur le pouce en l'air et à relayer cette vidéo. Et puis évidemment, écrivez-nous en bas dans les commentaires. Au programme ce soir, le 16e Forum des BRICS, organisé à Kazan en Russie. Cette nouvelle réunion devrait sceller dans le marbre la fin d'un monde sous domination américaine. Nous ferons ensuite le point sur l'élection présidentielle aux États-Unis alors que les deux candidats s'affrontent dans les principaux États clés. Et puis enfin, nous évoquerons la saga de l'automne avec les débats agités sur le budget à l'Assemblée nationale. Une petite affaire qui devrait évidemment se finir en 49.3. Kazan, capitale du Sud global. Dès demain mardi, la ville du Tatarstan russe, au bord de la Volga, recevra le nouveau sommet des BRICS, une réunion qui met en lumière l'alternative multipolaire à l'hégémonie occidentale déclinante. Explication des enjeux tout de suite. Le produit intérieur brut des pays des BRICS dépasse désormais celui du G7. Prononcée en amont du sommet de Kazan en Russie, cette déclaration de Vladimir Poutine a le mérite de la clarté. Elle instaure ainsi un véritable rapport de force entre deux mondes qui se font face et se comprennent de moins en moins. D'un côté, l'Occident, dominé par les États-Unis, et de l'autre, un grand Sud ou Sud global aux accents multipolaires avec des pays tous égaux, et certains plus que d'autres. Sans surprise, les trois géants de ce 16e sommet des BRICS organisé en Russie seront incarnés par Vladimir Poutine et ses homologues chinois et indiens qui symbolisent à eux trois près d'1,8 milliard de terriens quand les États-Unis et l'Europe représentent à peine 800 millions. Une démographie qui finit par imposer des secousses à ce fameux ordre mondial dont Washington détient la tête. En plus des membres fondateurs, à savoir le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et de l'Afrique du Sud, il faut désormais compter sur les derniers arrivés, l'Égypte, l'Éthiopie, pour le continent africain, mais aussi l'Iran et les Émirats arabes unis. Une liste qui tend à s'allonger à vitesse grand V. Ainsi, si la candidature de l'Arabie saoudite est encore en suspens, c'est désormais à la Turquie de taper à la porte. Membre éminent de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, le pays de Recep Tayyip Erdogan semble tirer définitivement un trait sur son adhésion à l'Union européenne pour se tourner vers l'Est. Pour témoigner de cette grande bascule, ce 16e sommet des BRICS devrait montrer la chute de la terreur intellectuelle occidentale et son narratif sur les deux principaux conflits qui secouent notre monde. Ainsi, force est de constater que quelques 20 dirigeants internationaux et plus de 30 délégations feront le déplacement jusqu'à Kazan, et ce, malgré les anathèmes contre Moscou depuis 2 ans et demi de conflit en Ukraine. Un conflit qui a en réalité revigoré l'essor des BRICS, comme l'expliquait le directeur de l'IRIS, Pascal Boniface. Le véritable retour des BRICS sur la scène internationale se matérialise notamment par le non-alignement de ces pays sur les sanctions occidentales à l'égard de la Russie après l'invasion de l'Ukraine. Les pays du groupe renforcent leurs liens après la mise au ban de Moscou par les Occidentaux. Si aucun de ses membres ne soutient l'agression russe contre l'Ukraine, aucun ne sanctionne pour autant la Russie. Les liens économiques entre les pays se renforcent. La Russie a redirigé ses flux de gaz et de pétrole à la suite des sanctions afin de privilégier ses échanges avec les pays dits du Sud. Les BRICS sont d'ailleurs sans doute une des plus grandes démonstrations de la fin de la domination du double standard occidental, cette tendance à condamner selon des règles de géométrie variable qui sévissent encore de façon criante aujourd'hui. Ainsi, pourquoi accepter les frappes israéliennes sur le Liban pour assurer la sécurité de Tel Aviv, tout en rejetant les mêmes arguments de Moscou en Ukraine? Sevrés à l'ingérence chérie de l'Occident, les BRICS semblent vouloir avant tout s'intéresser à leur coopération économique. Symbole de cet élan, la naissance de BRICS-Pay, une technique visant à faciliter les échanges entre partenaires, tout en se passant des outils occidentaux, à l'image du système SWIFT dont la Russie a déjà été privée pour la sanctionner de son entrée en Ukraine. L'économiste Jacques Sapir nous expliquait ce nouvel outil dans le dernier numéro du Samedi Politique. Non, c'est pas une monnaie, c'est un arrangement monétaire. C'est pas une monnaie parce que ça pourra pas servir d'instrument d'épargne. Ça n'a pas les caractéristiques d'une monnaie, mais
il y a au départ un accord au sein des BRICS pour que l'ensemble des échanges en interne, mais qui pourraient être étendus à des pays amis des BRICS quand ils commerceront avec les BRICS, se fassent dans une unité de compte et que cette unité de compte soit une monnaie électronique, elle-même adossée à des valeurs stables comme l'or ou peut-être comme certaines autres matières premières. Par rapport à ce qui était discuté depuis maintenant plusieurs années, on voit d'abord l'abandon de l'idée d'utiliser les droits de tirage spéciaux du Fonds monétaire international. C'est une idée qui n'avait jamais enthousiasmé les Russes et les Chinois parce que dedans il y a le dollar, il y a l'euro. Bon, donc ok, ça c'est réglé. Cet outil économique ira donc dans le sens de la dédollarisation déjà en cours, un nouveau stigmate de la perte de vitesse de l'Occident à la dérive, un mouvement duquel l'Europe pourrait encore se détacher pour redéfinir avec pragmatisme ses propres intérêts. Pour la dernière ligne droite vers la Maison-Blanche, Donald Trump et Kamala Harris s'affrontent en Pennsylvanie. Lundi, les deux candidats étaient dans cet état clé pour faire basculer le scrutin. Le point de Renaud de Bourleuf. La Pennsylvanie va-t-elle jouer les arbitres de la présidentielle américaine? À peine 2 semaines avant le scrutin du 5 novembre, les deux candidats Donald Trump et Kamala Harris mettent les bouchées doubles sur cet état clé, dont les 19 grands électeurs peuvent faire pencher la balance dans un sens ou dans l'autre. C'est sur ce territoire que Donald Trump s'est livré à une opération de communication plutôt originale. Dans la petite ville de Pfisterville, dans la périphérie de Philadelphie, il a enfilé le tablier dimanche après-midi pour devenir serveur dans un McDonald's. Ce n'est pas un épisode de son ancienne émission de télé-réalité The Apprentice, mais un tacle envoyé à sa rivale Kamala Harris qui a affirmé travailler dans un restaurant McDonald's pendant ses années étudiantes. L'équipe de campagne républicaine a accusé Kamala Harris de mentir pour séduire les classes populaires. Ils n'ont pas prouvé qu'il y avait affabulation. Ceci dit, les démocrates n'ont pas non plus pu retrouver de témoignages pour confirmer cette supposée expérience professionnelle de Kamala Harris. À défaut de McDonald's, Kamala Harris a misé sur son anniversaire pour attirer les classes populaires. En effet, la vice-présidente a eu 60 ans hier dimanche. À cette occasion, elle s'est rendue en Géorgie, autre état pivot, dans une église baptiste tenue par une communauté afro-américaine, véritable cible électorale des démocrates, le tout avec la participation du chanteur noir et aveugle Stevie Wonder. Après sa distribution de frites, Donald Trump a quant à lui tenu un rassemblement de campagne au cours duquel il a adressé un sympathique mot d'anniversaire à sa rivale. We can't stand you, you're a shit vice president. The worst. You're the worst vice president. Kamala, you're fired. Qui sera viré le 5 novembre? Ce seront probablement les électeurs de Pennsylvanie qui trancheront. Depuis la Seconde Guerre mondiale, chaque vainqueur a remporté les 19 grands électeurs de cet État. Donald Trump et Kamala Harris ont tous les deux un agenda chargé cette semaine sur ce territoire, des rencontres avec des électeurs, des rassemblements de campagne. La Pennsylvanie est une sorte de microcosme du pays à bien des égards. Le territoire comporte des banlieues résidentielles aisées, des centres urbains défavorisés, des villes désindustrialisées et des milieux ruraux. C'est d'ailleurs dans cet état que Kamala Harris, plutôt discrète face aux journalistes, a accordé mercredi dernier un entretien sur la chaîne de télévision Fox News. Pour une fois, la vice-présidente était interrogée par un journaliste peu complaisant envers l'administration démocrate. Plus de 7 millions d'Américains ont ainsi assisté à un naufrage au cours duquel la vice-présidente montrait un manque d'assurance et une faible connaissance des dossiers. Pire, lorsqu'elle était interrogée sur le bilan qu'elle partage avec le président Joe Biden, elle répondait à propos de Donald Trump. Plus de 70% des gens disent que le pays va sur la mauvaise voie. Ils disent que le pays est sur la mauvaise voie. Si c'est sur la mauvaise voie, cette voie suit 3 ans et demi de votre mandat en tant que vice-présidente et Joe Biden en tant que président. C'est ce qu'ils disent. 79% d'entre eux. Pourquoi disent-ils cela? Si vous tournez la page, vous êtes en fonction depuis 3 ans et demi. Eh bien, Donald Trump se présente à l'élection. Mais c'est vous qui êtes en fonction. Allons, vous et moi savons très bien de quoi je parle. Non, de quoi parlez-vous? Kamala Harris répond même hors sujet à une question sur la percée de Donald Trump, une réponse qui a amusé plus d'un internaute. Pourquoi, s'il est si mauvais? Comme vous le dites, la moitié de ce pays soutient-il cette personne qui pourrait être le 47e président des États-Unis? Pourquoi c'est ce qu'on voit? C'est une élection à la présidence des États-Unis. C'est pas censé être facile. Même la chaîne de télévision CNN, pourtant notoirement proche des démocrates, a pointé des maladresses flagrantes de Kamala Harris. En revenant ce lundi en Pennsylvanie, la vice-présidente se rend donc sur le lieu de son naufrage
tandis que Donald Trump, plus assuré, revient là où il a survécu le 13 juillet à une tentative d'assassinat. Une image nettement plus valorisante qui a fait de lui, aux yeux de ses soutiens, une sorte de héros et même de miraculé, les Américains ayant tendance à voir des signes de la providence divine un peu facilement. C'est le budget de la discorde. Avec sa faible majorité, le gouvernement Barnier fait face à de vives résistances dans le cadre des débats autour du budget. Tout cela devrait donc finir en 49-3. Olivier Frère-Jacques. Un budget largement remanié en commission et des oppositions chauffées à blanc. Le débat budgétaire a démarré lundi sous les pires auspices pour le gouvernement. Avec sa majorité faible, l'exécutif doit veiller à ne pas froisser le Rassemblement national et devra également revenir sur les amendements adoptés en commission, notamment par la gauche. En effet, la bataille du budget à l'Assemblée a déjà commencé en commission avec 36 heures d'examen qui ont vu l'adoption de 127 amendements, changeant considérablement le texte initial. Le président de la commission des finances, Éric Coquerel, a ainsi fait valoir la création de 60 milliards d'euros en taxant, je cite, les très riches et les grandes entreprises au profit des classes populaires et moyennes. Parmi les nouvelles recettes fiscales, on retrouve 2 amendements du député MoDem des Pyrénées-Atlantiques, Jean-Paul Mattei, qui a proposé d'aligner la fiscalité de la transmission des contrats d'assurance vie après abattement sur le modèle des droits de succession en ligne directe. Une mesure qu'avait préconisé un rapport de la Cour des comptes en septembre. Le même député a pu compter sur les voix de la gauche pour hausser la flat tax de 3%. Cette taxe était une disposition phare du premier quinquennat d'Emmanuel Macron. Créé en 2018, cet impôt à taux unique plafonnait les prélèvements sociaux et l'impôt sur le revenu à 30%, allégeant ainsi la taxation des revenus du capital. Il serait désormais fixé à 33% et même à 35% dans certains cas, du fait d'un amendement du député socialiste Philippe Brun. Le gouvernement a finalement été suivi pour la taxation des grandes entreprises, mais en revanche pas sur la hausse de la taxe sur l'électricité qu'il avait annoncée. L'adoption de nombreux amendements créateurs d'impôts doit désormais être validée par l'Assemblée, ce qui sera plus compliqué puisqu'il n'existe pas de majorité absolue dans l'hémicycle. Les députés vont batailler dur et le centre macroniste devra composer avec la gauche qui entend considérablement faire grimper les taxes et le Rassemblement national qui menace de censurer le gouvernement s'il n'est pas satisfait de la nouvelle mouture, comme l'a affirmé son président Jordan Bardella lundi. La nouvelle majorité devra aussi trouver un consensus en son sein, alors que ces différentes composantes risquent de vouloir tirer la couverture et cultiver leurs petites différences. Pour mettre fin à la cacophonie budgétaire, le gouvernement devrait avoir recours au 49.3. Dimanche, Véronique Louwagie, députée LR, a ainsi estimé qu'un tel scénario était indéniable, que le budget passera donc par ce mécanisme constitutionnel. Le gouvernement Barnier devrait donc sabrer l'essentiel des amendements des oppositions, peut-être en conserver ici et là pour faire mine d'ouverture et engager ensuite sa responsabilité devant l'Assemblée. Alors que le gouvernement Borne avait eu recours au 49.3 23 fois, en un peu plus d'1 an et demi, aucune alternative ne semble possible pour Michel Barnier, qui dispose d'une majorité encore plus faible. La France insoumise a, elle, déjà annoncé qu'elle déposerait une motion de rejet. Le ministre du Budget, Laurent Saint-Martin, qui va être à la fête cette semaine, dit, lui, vouloir que le débat ait lieu, faisant montre d'ouverture. La suite semble inévitable. Le 49.3, qui sera qualifié de passage en force par les oppositions, un mécanisme rendu plus qu'indispensable alors que la petite majorité au pouvoir, si elle peut espérer faire voter quelques textes avec le soutien de tel ou tel groupe d'opposition ou avec leur abstention, ne peut pas espérer trouver un accord sur la question budgétaire. Le gouvernement passera donc par le 49.3, comme l'aurait fait le nouveau Front populaire s'il était arrivé aux affaires. Les oppositions crieront au scandale pour les besoins du spectacle et le budget 2025 sera ainsi validé. Et partons à présent en compagnie de Mathilde Davegna pour l'actualité en bref et en France. Emmanuel Macron s'embourbe dans les relations avec Tel Aviv. Vendredi, le président de la République a assuré que les entreprises israéliennes pourront participer au salon de défense Euronaval qui se tiendra à Paris début novembre et au cours duquel les industriels de la défense exposent leur innovation. Après que les organisateurs du salon Euronaval ont annoncé n'accueillir ni stand ni matériel israélien à la demande du gouvernement, le président a donc fait marche arrière
en posant pour seule condition que les entreprises israéliennes ne présentent pas d'équipements utilisés dans des actions offensives à Gaza et au Liban. Une alternative qui n'a pas convaincu Israël. Dimanche, le ministre des Affaires étrangères israélien a annoncé que des actions diplomatiques et juridiques allaient être intentées contre le président français. Des nouvelles des ingérences étrangères. Patrick Calvar, patron de la Direction générale de la sécurité intérieure de 2014 à 2017, a décidé d'émarger outre-Atlantique. Après une carrière dans les renseignements français, l'espion s'est lancé dans une carrière de consultant et vient à présent de rejoindre Caron, une société américaine qui enquête sur le respect des sanctions économiques dictées par les autorités américaines. Une collaboration avec un adversaire économique de la France qui fait craindre une forme de trahison des intérêts du pays que Patrick Calvar a prétendu servir pendant des dizaines d'années. À moins que, rappelons qu'en 2015, la DGSI, sous les ordres de Patrick Calvar, s'est dotée des services de la société américaine Palantir, spécialisée dans les analyses de données, qui travaille avec la CIA. Depuis, les services multiplient les annonces pour trouver une alternative souveraine en vain. Le sort du Doliprane est scellé. Ce lundi, Sanofi confirme s'allier au fonds américain CDR pour lui céder le contrôle de sa filiale Opella. Nicolas Dufour, directeur général de la Banque publique d'investissement, annonce que la BPI va entrer au capital de cette entreprise à hauteur de 100 millions d'euros. Une annonce qui vise uniquement à étouffer l'affaire alors que la capitalisation boursière de la filière de Sanofi, produisant le Doliprane, est elle-même évaluée à près de 16 milliards. La BPI devrait donc être actionnaire à hauteur de 1 ou 2%. Autre ressort de l'enfumage, les prétendues sanctions en cas de licenciement ou de délocalisation. La firme américaine pourra sans mal payer les amendes sans avoir à s'inquiéter sur ses bénéfices. Pour rappel, Alstom, dont la vente a été permise par Emmanuel Macron lorsqu'il était à Bercy, s'était engagé à ne pas licencier, mais ne s'est pas gêné pour supprimer plusieurs centaines d'emplois dans un silence quasi total des autorités françaises. Une semaine après la mort du cycliste écrasé par un automobiliste boulevard Malesherbes, des rassemblements étaient organisés partout en France en hommage à Paul Varry, 27 ans. Militant pour la place du vélo dans Paris, le jeune homme a succombé sous les roues du SUV d'Ariel Melki Chamoun, avec qui il venait d'avoir une altercation. Un collègue de la victime, circulant également à vélo, a rapporté depuis avoir vu quelques minutes avant le drame le comportement dangereux du suspect qui lui avait brutalement coupé la route sans même s'en rendre compte. Mis en examen et placé en détention provisoire depuis vendredi dernier pour homicide volontaire, Ariel Melki Chamoun explique avoir perdu le contrôle de son véhicule. Son avocat, Maître Franck Cohen, assure que son client n'a jamais voulu écraser la victime, mais seulement sortir d'une situation conflictuelle liée au trafic délirant imposé par le maire de Paris. Des propos qui s'accordent mal avec les dires du témoin et collègue de Paul Varry. Guet-apens dans une boîte de nuit. Dans la nuit de samedi à dimanche, une femme a été agressée, battue et violée dans la boîte de nuit Le Bateau-Phare sur les quais de Seine dans le 13e arrondissement de Paris. La victime cherchait les toilettes et 3 individus l'ont emmenée de force dans un local technique. 2 l'ont frappée et violée, tandis que le 3e faisait le guet. Ils ont pris la fuite en voiture Peugeot 307 rue des Pirogues de Bercy. En état de choc, la victime a été transportée à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, son corps couvert de brûlures, des griffures et l'entrejambe. Le parquet a ouvert une enquête confiée à la police judiciaire. Des images de vidéosurveillance vont être scrutées de près afin de retrouver la trace des agresseurs. Et faisons le tour à présent du reste de l'actualité internationale. L'UE ne fait pas l'unanimité. En Moldavie, le résultat du référendum sur l'adhésion du pays à l'Union européenne qui s'est déroulé dimanche donnerait le oui en tête avec très peu d'avance, en dessous de 50,1%. La présidente sortante, Maia Sandu, arrivée largement en tête du premier tour de l'élection présidentielle qui se déroulait au même moment, dénonce sans trop de surprise une ingérence russe dans le scrutin. Une accusation que rejette Moscou. Par ailleurs, le non était donné en tête longtemps, jusqu'à ce que les bulletins de la diaspora moldave soient dépouillés. De quoi susciter de nombreuses interrogations sur la régularité du scrutin. Au second tour, la présidente pro-UE affrontera un candidat socialiste pro-russe. Fethullah Gülen est mort, l'opposant au président turc Recep Tayyip Erdogan aurait succombé des suites d'une maladie dans la nuit de dimanche à lundi dans un hôpital américain, lui qui vivait aux États-Unis depuis 1999. Prédicateur musulman affluent, il avait été mis en cause dans la tentative de coup d'État en 2016, suite à laquelle le président turc avait considérablement renforcé son pouvoir, procédant à ce que certains ont appelé une purge dans les oppositions. Soutien du président Erdogan, il s'en était éloigné au début des années 2010.
La biodiversité ne fait plus recette. Ce lundi, à Cali, en Colombie, la COP16 sur la biodiversité a démarré pour une dizaine de jours. L'objectif, remobiliser les quelques 200 pays présents sur les grands enjeux écologiques. 2 ans après la précédente édition de la conférence de l'ONU sur la biodiversité, les engagements quant à la protection d'un tiers des océans et des terres ainsi que la restauration de 30% des écosystèmes dégradés d'ici 2030 peinent à être à la hauteur. De nombreuses discussions autour des enjeux économiques et des répartitions des richesses devraient également avoir lieu. Sur le plan financier, la COP16 devrait peut-être trancher sur la gestion de ses propres fonds, tiraillés entre la gouvernance des donateurs et des bénéficiaires. Des fonds qui regroupent moins de 400 millions d'euros, loin des 23 milliards prévus dans l'accord de 2022. Et voilà, nous approchons de la fin de cette édition. Vous pouvez dès à présent retrouver Politique Éco. Pierre Bergerot reçoit Louis-Alexandre de Froissart, conseiller en gestion patrimoniale, pour évoquer le Bitcoin, une réserve de valeur réputée indépendante des États et des banques. Et si on imaginait que la NSA voulait prendre la main sur la blockchain qui contrôle le Bitcoin pour l'effondrer, qu'est-ce qui se passerait ? Alors en fait, on a quand même une communauté de développeurs de très très haut niveau sur Bitcoin, et donc cette communauté... Mais qu'est-ce qui nous dit que ces gens-là ne sont pas en cheville directe avec la NSA, par exemple ? Eh bien parce que quand on regarde leurs écrits, quand on sait d'où ils viennent, quand on regarde leur histoire, on a quand même accès à un certain nombre d'entre eux, et on voit très bien que ce sont des gens qui n'ont aucune sympathie pour le gouvernement américain. Prenons un exemple simple, il y a un certain nombre de lanceurs d'alerte qui n'ont pu vivre que parce qu'ils ont eu des dons en Bitcoin. Pour le Zoom du jour, Bernard Germain, ancien ingénieur logiciel, présente son ouvrage « Démasquer la gauche, cette imposture permanente ». À présent, pour sa chronique Les Affranchis, Philippe Béchat dénonce les nombreux amendements au projet de loi de finances pour toujours plus d'impôts. C'est à présent la fin de cette édition. Merci à tous pour votre fidélité. On se retrouve demain, même lieu, même heure. En attendant, portez-vous bien. Bonsoir.